Imaginez, vous êtes en cours, au travail ou à une réunion importante et la seule chose à laquelle vous arrivez à penser, c'est à ce que peut bien être en train de faire cette personne. Alors vous vérifiez votre téléphone 3, 5, 10 fois en l'espace de 5 minutes pour vérifier si cette personne ne vous a pas envoyé un message, si elle n'a pas donné un signe de vie quelque part, si elle ne s'est pas connectée sur un réseau par exemple. Et en l'absence de tout ça, l'angoisse monte et il devient alors complètement impossible pour votre esprit de se concentrer sur autre chose. Imaginez maintenant que sans cette personne, vous n'arriviez plus à prendre de décisions par vous-même et qu'en son absence, vous dormiez mal la nuit, que votre état de santé se dégrade, que vous ayez du mal à respirer et que vous vous alimentiez mal, voire plus du tout. Imaginez que vous ayez le sentiment de ne jamais être assez proche physiquement et psychologiquement de cette personne et que vous regrettiez quelque part au fond de vous de ne pas pouvoir posséder cette personne. Vous penserez alors être follement amoureux et que c'est une des manifestations les plus intenses et les plus pures de l'amour. Et c'est bien normal puisque c'est très souvent sous le prisme d'un état passionnel qu'on représente l'amour. Mais laissez-moi vous dire que les quelques symptômes que je viens d'énumérer ressemblent bien plus à de l'obsession amoureuse qu'à de l'amour. Et c'est le sujet qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. L'obsession amoureuse, que l'on connaît aussi sous le nom de l'hymérance, c'est un état obsessionnel dans lequel la personne va ressentir un désir incontrôlable de posséder une autre personne. Et cela va s'accompagner d'énormément de pensées et de comportements excessifs. Ajouté à ça, on va aussi retrouver une incapacité à accepter l'échec d'une relation, que ce soit à travers un rejet ou une rupture qui sera perçue comme irrecevable. C'est un état nuisible, tout à fait destructeur pour la personne qui l'éprouve parce que ça lui absorbe toute une partie de son identité et de sa vie. Quand tu es dans un état d'obsession amoureuse, toute ta vie ne va désormais plus tourner qu'autour de cette personne. En fait, toutes tes décisions et tes choix, même les plus infimes, seront pris en fonction de cette personne. Sur le plan médical, selon certains, l'obsession amoureuse serait qualifiée comme une maladie relative à des troubles comme les troubles de l'attachement, les troubles obsessionnels compulsifs et le trouble de la personnalité borderline. Je ne suis personnellement pas psychiatre, donc je ne me prononcerai pas sur cette question, mais je vais vous partager un peu mon expérience autour de ça. Si aujourd'hui il me tient à cœur d'aborder ce sujet, c'est parce que j'ai moi-même été dans cet état de l'hymérance et que ça correspond à une des périodes les plus sombres et les plus douloureuses de ma vie. Et lorsque j'en ai parlé en premier lieu sur TikTok, j'ai constaté qu'il y avait énormément de personnes qui avaient un vécu similaire, que ces personnes soient borderline ou non d'ailleurs. Et c'est un sujet qui est malheureusement peu abordé parce que soit souvent amalgamé avec une forme d'amour très intense, soit amalgamé avec une forme de folie. Et dès qu'on touche au domaine des fous, on cherche souvent beaucoup moins à se poser la question de ce qui peut se jouer au-delà du syndrome. Parce que ça va souvent générer de la honte et du mépris, donc malheureusement on va souvent mettre ça sous cloche et on n'en parle plus. À noter qui plus est que dans la culture populaire et notamment dans les séries True Crimes, les cas de l'hymérance se soldent souvent par des crimes passionnels, ce qui peut donc donner une image très dégradante pour ne pas dire dangereuse de cet état obsessionnel. Il est certes évident qu'une obsession amoureuse, quelle qu'elle soit, nous conduit à avoir des comportements irrationnels, mais je tiens pour autant à rappeler que l'obsession amoureuse est loin de toujours se finir devant les tribunaux. C'est juste que ce sont les cas les plus médiatisés, donc c'est ceux qu'on retient le plus. Et c'est aussi là tout le but et le point de ma vidéo, faire comprendre et connaître l'obsession amoureuse depuis le point de vue d'une personne concernée. Car vous allez bien vite le comprendre, mais c'est avant tout un cauchemar éveillé pour la personne qui éprouve l'obsession. La question qu'on peut déjà se poser, c'est en quoi la limérance, ça se distingue bel et bien de l'amour. Souvent les frontières sont maigres et mal détectées car on a tendance à romantiser les relations intenses et passionnelles dans lesquelles l'investissement est extrême. Mais même si c'est subtil, il faut savoir apprendre à faire la différence entre l'amour et la limérance, parce que c'est pas la même chose. La limérance, ça se rattache à des caractéristiques obsessionnelles, qui de la même manière que les ruminations ou les pensées obsessionnelles, va occuper votre esprit de manière incontrôlée et compulsive. Pour en savoir davantage sur le fonctionnement des pensées obsessionnelles, sachez que j'en ai fait une vidéo complète dédiée à ce sujet que je vous invite à aller voir soit dès maintenant, soit après cette vidéo, c'est comme vous préférez, je vous mets le lien en description. Et donc le caractère obsessionnel de la limérance fait qu'il est extrêmement difficile de rationaliser. C'est-à-dire que l'attachement qu'on va éprouver va être déraisonné et on va mettre la personne tellement haut sur un piédestal qu'on va jamais réussir à la faire redescendre. Il peut même y avoir une forme de déification de la personne, c'est-à-dire qu'on voit en elle une forme de perfection absolue et on va ressentir une passion absolument dévorante à son encontre. Et comme toute obsession, c'est difficile, voire impossible à rationaliser. Si quelqu'un
quelqu'un essaye de vous ramener à la raison en vous expliquant que ce n'est qu'un humain ordinaire, et votre cerveau il va pas être capable de l'entendre. Ce qui caractérise l'obsession amoureuse, c'est aussi ce besoin irrépressible d'être constamment auprès de cette personne pour pouvoir continuer à vivre. Il y a donc évidemment un besoin de proximité psychique, donc le fait de parler à cette personne, d'échanger des messages avec elle, de discuter, mais il y a aussi un besoin de proximité physique, donc être au contact de cette personne, pouvoir la toucher, etc. Et si ce besoin n'est pas assouvi, ça peut faire extrêmement mal, et je parle pas d'une petite douleur de cœur. Je parle carrément de tremblements, de difficultés à dormir, etc. Là, vous devez vous dire que l'obsession amoureuse, c'est franchement assez similaire à de la dépendance affective. Alors en l'occurrence, la dépendance affective, c'est une forme d'attachement addictif qui rentre en jeu dès lors que la personne fait reposer son estime de soi et son amour sur des critères extérieurs. C'est-à-dire qu'une personne en état de dépendance affective ne va pas pouvoir vivre indépendamment du jugement de l'autre et va faire reposer une grande partie de ses actions et de ses prises de décision sur la volonté de l'autre. L'obsession amoureuse, ça induit nécessairement une forme de dépendance affective. En revanche, la dépendance affective, ça n'induit pas forcément de l'obsession amoureuse. Retenez ça pour en comprendre la nuance. Dans l'obsession amoureuse, la personne ne va presque pas être en capacité de penser à autre chose qu'à l'objet de son obsession. Et j'insiste vraiment là-dessus. Ça va lui occuper un tel espace mental que sa vie quotidienne ne va plus pouvoir tourner que autour de cette obsession. Ça peut d'ailleurs conduire à beaucoup d'isolement et de retrait social. En fait, la personne obsessionnelle va quelque part mettre sa vie, ses activités et ses autres relations en pause. Par exemple, s'il est question d'annuler un rendez-vous médical ou un rendez-vous professionnel pour passer ne serait-ce que quelques minutes avec la personne qui fait l'objet de son obsession, la personne obsessionnelle va le faire, tout en sachant qu'il ne devrait pas, mais on rappelle que ça n'est pas de l'ordre du rationnel et que ça dépasse toute volonté consciente. Pour qu'on se rende compte un peu plus de comment est-ce que la limérance peut avoir un impact sur la vie de la personne concernée, je vais vous partager dans les grandes lignes mon expérience d'obsession amoureuse, en essayant de vous dire comment est-ce que ça a pu avoir un impact terrible sur moi à l'époque, quelles ont été les conséquences à ça, et surtout comment est-ce que j'ai pu m'en sortir. Pour ma part, cette personne occupait mon esprit matin, midi, soir, nuit, absolument tout le temps. Et même lorsque j'étais supposée me concentrer sur d'autres tâches prioritaires, c'était impossible. Petit disclaimer avant toute chose, cette histoire date d'il y a plusieurs années, lorsque j'étais dans une phase très fragile de ma vie. Elle est aujourd'hui terminée et je m'en porte très bien. Je pouvais bien évidemment manquer à mes devoirs et à mes obligations si ça me permettait de passer ne serait-ce que quelques minutes avec cette personne. J'avais un besoin maladif que cette personne me donne de l'attention, puisque si elle ne le faisait pas, ça pouvait me faire partir dans des crises d'angoisse hyper violentes, parce que c'est comme si j'étais quelque part morte en réalité. Et je rappelle encore une fois que ce n'est pas d'ordre rationnel. C'est presque comme si quelque chose avait pris le contrôle de ton cerveau. Je précise dans mon cas que j'étais en relation avec cette personne, c'était pas un inconnu, parce qu'il y a aussi des cas de limérance dans lesquels les personnes peuvent développer une forme d'obsession amoureuse pour des personnes qu'elles ne connaissent pas. Moi, c'était pas mon cas, j'étais en relation avec cette personne. En tant que borderline, j'avais bien évidemment une identité très fragile, j'avais pas réellement conscience de qui j'étais, mais à mesure que ma relation et que mon obsession avançait, j'étais encore plus perdue sur mon identité. Je me calais sur cette personne pour qu'elle ne m'abandonne pas, en me disant que si j'étais exactement la version que je pense qu'elle attend de moi, alors ça ira, elle restera auprès de moi. J'avais également besoin de posséder cette personne. En fait, je n'arrivais pas à accepter que je ne puisse pas posséder un humain. Enfin, je m'en fichais que les autres humains ne m'appartiennent pas, mais vu que je voulais que cette personne-là m'appartienne, j'arrivais pas à accepter la réalité qui est qu'un humain ne nous appartient jamais quoi qu'on fasse en fait. Et en réponse à ça, vu que mon cerveau ne pouvait pas accepter la réalité, je me faisais croire à moi-même en quelque sorte que cette personne, quelque part, elle m'appartient. Donc j'agissais parfois comme si elle m'appartenait, ce qui est évidemment hyper toxique, mais je le rappelle encore une fois, ce n'est pas d'ordre rationnel. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est pour ça que je le fais. En son absence, je n'arrivais pas à remplir mes besoins vitaux, donc c'est-à-dire que je n'arrivais pas à dormir, pas à manger, même pas bien à respirer en réalité. Si je devais par exemple voir la personne le soir même, dès la veille, j'étais en train de me préparer. Et ma journée n'était consacrée qu'à ça, c'était absolument hors de question que je me mette un rendez-vous, une sortie entre potes ou un ciné. Je faisais également des sacrifices démesurés afin de correspondre à ce que je croyais être ses attentes. Ma vie entière ne tournait que autour de cette personne en fait. J'étais également hyper envahissante dans l'espace privé de cette personne avec des appels incessants et des messages hyper répétitifs. Pour vous expliquer ce qui pouvait se passer dans mon cerveau à ce moment-là, c'était une perte de contrôle totale qui me disait que j'allais mourir si cette personne ne me répondait pas. Je le vivais en fait comme une forme de déshumanisation et je me sentais disparaître. Les crises d'angoisse les plus violentes que j'ai d'ailleurs pu faire
en 27 ans d'existence, c'est justement lorsque cette personne rejetait mes demandes de communication et donc indirectement mon besoin d'attention. Je voulais pas préciser parce que c'est pas vraiment le sujet de ma vidéo, mais je pense que c'est quand même essentiel d'avoir du contexte. Mais cette personne était elle-même très malade, instable et maltraitante avec moi à sa façon. Et de par mes traumatismes relationnels, en fait, cette relation, elle a renforcé mon obsession à son encontre. J'avais un lien traumatique qui me liait à cette personne et qui faisait que j'étais incapable de réguler mes émotions dans cette relation. Ça appuyait pile poil là où ça faisait mal, là où j'avais des traumas non résolus et ça alimentait mon état obsessionnel. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo complète dédiée à l'attachement traumatique, puisque ça se compléterait très bien avec cette vidéo et il y a beaucoup de choses à dire sur l'attachement traumatique. Vous l'aurez compris, j'étais complètement bloquée dans mon obsession amoureuse et ça m'a amenée à avoir des comportements dangereux pour moi, mais également dangereux pour l'autre personne. Je souffrais énormément, mais je ne savais pas comment m'en sortir. En fait, de l'extérieur, on aurait juste dit une fille hyper amoureuse qui n'arrive pas à gérer ses émotions ou à accepter ses frustrations. Et j'en parlais très peu à mon entourage parce que j'avais peur qu'on me force à stopper cette relation, car aussi toxique soit-elle, j'étais incapable d'y mettre un terme. Mais ça, justement, ça va avec l'attachement traumatique. Et comme cette personne aussi avait des comportements très maltraitants vis-à-vis de moi, dans ma tête, il y avait un peu cette logique de moins j'en dis, moins on me dit de stopper cette relation et donc plus je peux garder mon addiction. Car il y avait vraiment un fonctionnement addictif dans cette obsession. En fait, c'était mon oxygène et j'exagère à peine quand je dis ça. Ça peut sembler fou, mais c'est réel. Au contact de cette personne, je respirais mieux que lorsque je n'étais pas avec cette personne. C'était physique. En fait, le corps est vraiment capable de se plier à ce qui se passe dans votre psychique. C'est assez remarquable. Mais la réalité dans cette obsession amoureuse, c'est que j'en souffrais énormément. J'étais profondément malheureuse. J'étais prise dans un cercle vicieux duquel je pouvais pas m'extraire quand bien même au fond de moi, je ne souhaitais que tout ça s'arrête. Je souhaitais pouvoir fonctionner sans ça parce qu'à mesure que les mois avançaient, je perdais tout, j'ai fini en sous-poids, je me bloquais des parties de mon corps, j'ai laissé toute ma santé physique. Si vous voulez, j'étais comme une guédro, vous mettez le mot en verlan, je suis pas sûre de pouvoir le dire sans me faire ban. J'étais comme une guédro qui n'arrive pas à vivre sans sa gueudreau, tout en sachant au passage ô combien ça la détruit. En l'occurrence, mon histoire est bien plus complexe qu'une obsession amoureuse, il y avait plein d'autres choses qui se jouaient dans cette relation. Mais le propos de cette vidéo étant l'obsession amoureuse, ça peut vous donner une idée de comment est-ce que j'ai vécu personnellement cet état de limerence. Vous l'aurez compris, ça m'a fait énormément de mal, ça a absorbé une partie de ma vie. Et si j'avais pas réussi à m'en sortir, je serais pas là aujourd'hui à en parler sur internet pour faire de la prévention autour de ce sujet trop peu abordé. À l'époque où j'étais au cœur de mon obsession amoureuse, j'aurais adoré comprendre que ce n'était pas de l'amour et que ce n'était pas normal et que ce n'était pas ok. Et j'aurais aussi adoré savoir que je n'étais pas seule dans cette situation, parce que s'il y a bien quelque chose qui m'a fait souffrir pendant quasiment 10 ans, c'est de penser que j'étais seule au monde à avoir vécu ça. Parce qu'à chaque fois que j'en parlais avec d'autres personnes autour de moi, je me rendais compte que ça n'allait jamais aussi loin chez eux que ça avait pu aller loin chez moi. En fait, bien souvent, c'était plus des relations toxiques ou des relations de dépendance amoureuse, mais c'était pas aussi hardcore que ce que j'avais pu traverser. Ça me donnait l'illusion que j'étais pas normale, et tous les psychiatres et les psychologues auxquels j'en parlais en espérant mieux comprendre au travers nos échanges, ils me renvoyaient l'image que non, en fait, eux-mêmes ne comprenaient pas. Ils m'aidaient pas sur la question et ils me renvoyaient au visage le fait que c'était trop extrême et que c'était bizarre. Et j'exagère pas, on m'a vraiment quasiment dit ça mot pour mot. Et quand on se sent seul dans un problème, ça génère en nous énormément de culpabilité parce qu'on se sent comme un monstre ou comme un extraterrestre. On ignore ce qu'on traverse et on ignore que ça peut porter un nom, ça peut avoir une provenance, une explication et une solution. Et en l'occurrence, j'aurais adoré savoir comment me sortir de cet état obsessionnel. Ça m'amène donc au point que vous êtes sans doute nombreux à attendre, mais alors comment faire pour se sortir de l'obsession amoureuse ? Je dois être honnête avec vous, je ne suis aujourd'hui pas complètement soignée de mes pensées obsessionnelles de manière globale. Et rappelons-le, l'obsession amoureuse, c'est une forme d'obsession. Je vous invite donc fortement à aller voir ma vidéo sur les pensées obsessionnelles, durant laquelle je vous partage mes conseils sur les choses qui ont pu m'aider et qui m'aident encore aujourd'hui pour diminuer mes obsessions. Maintenant, pour aller plus loin et pour se concentrer sur l'obsession amoureuse tout particulièrement, j'aurais tendance dans un premier temps à vous conseiller de vous sevrer de cette personne en coupant les ponts avec cette
relation. À noter que c'est pas une solution magique et que c'est là aussi où ça diffère de la dépendance affective, parce que dans le cadre d'une obsession amoureuse, et ben même en étant à distance de cette personne, l'obsession continuera. Mais c'est dans tous les cas un premier pas essentiel à franchir que de mettre à distance cette relation qui vous fait du mal, ne serait-ce que pour vous libérer du temps et de l'espace pour vous consacrer à votre santé mentale. Parce que si vous gardez cette relation active, alors vous allez finir de consumer toute votre énergie et vous ne pourrez pas vous concentrer sur vous. Ça, c'était la première étape. Maintenant, si vous n'arrivez vraiment pas à partir, ce qui a été mon cas, ça relevait de l'ordre de l'impossible que de mettre fin à cette relation, et bien dans ce cas, on va directement passer au conseil numéro 2 qui va être de tenter de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes obsédé par cette personne. Pourquoi est-ce que vous avez mis cette personne sur un piédestal? Qu'est-ce que cette personne reflète pour vous? Qu'est-ce qu'elle vient cristalliser de vos potentiels traumas passés? Quand vous avez une obsession pour quelqu'un et que bien souvent ce quelqu'un est venu activer une zone sensible de votre cerveau, alors la question à se poser pour s'en sortir, c'est de comprendre quelle zone a été activée et pour quelle raison. Ça demande évidemment un travail d'introspection qui sera spécifique à chacun. Les raisons de mon obsession ne seront pas les mêmes que les vôtres. Et c'est pour ça que je vous invite à investir une thérapie qui est sans doute le chemin le plus efficace par lequel passer pour apprendre à se connaître et à se comprendre. Comprendre l'origine de son obsession, c'est une piste essentielle pour travailler dessus. Parce que les origines peuvent être multiples et variées selon les personnes. Il y a aussi des circonstances qui peuvent venir renforcer l'état obsessionnel. Par exemple, on sait que l'obsession s'auto-alimente par le fait de ne pas comprendre une personne ou que cette personne représente une part de mystère à nos yeux. Ça peut générer en nous une forme d'obsession. Ce qui nous fascine nous obsède. On veut résoudre les mystères qui occupent notre esprit et auxquels on n'arrive pas à trouver de réponse. Si vous avez face à vous une personne qui présente des comportements incompréhensibles ou qui en dit peu sur sa vie, et ben ça peut venir renforcer l'obsession. En fait, il y a plusieurs facteurs à l'obsession. Si ça peut d'ores et déjà vous aider, gardez en tête que ce n'est pas cette personne à laquelle vous êtes accro et en obsession. C'est la représentation de cette personne par votre cerveau qui génère cette obsession. D'où l'importance capitale de pouvoir identifier en vous ce que vient matérialiser cette personne. Et c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle de savoir que cette obsession ne vient pas directement de cette personne, mais bien de vous. Car ça signifie que c'est vous qui avez le pouvoir de désinvestir cette obsession quelque part. C'est votre perception qui est actuellement altérée qui doit évoluer. Interrogez-vous sur ce que cette personne représente et sur les leviers qu'elle active en vous. Il n'y a que comme ça que votre lien obsessionnel pourra évoluer. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà passé par là, si vous vous en êtes sorti ou si à l'inverse vous êtes encore dans un état d'obsession amoureuse. Gardez en tête également que derrière l'obsession amoureuse, il y a très souvent un attachement traumatique. Les circonstances de la relation impactent largement le fait d'être en obsession vis-à-vis de l'autre. Évidemment qu'à la base, vous avez vos sensibilités, mais la façon dont la relation va évoluer ou dont votre partenaire va agir, ça va faire que votre état obsessionnel, il va plus ou moins avoir de risques de se réveiller ou non. N'hésitez vraiment pas, vous aussi, à partager votre témoignage comme je viens de le faire dans cette vidéo, car comme je le dis souvent, c'est aussi comme ça qu'on participe à faire en sorte de ne pas se sentir seul dans ses problèmes de santé mentale. N'oubliez pas que chacun avance à son rythme, l'essentiel c'est déjà de réussir à en prendre conscience, d'où l'importance pour moi de faire cette vidéo pour reconnaître cette forme d'obsession, et que tous ensemble on participe à déstigmatiser les questions de santé mentale parce que c'est vraiment l'objectif. Prenez soin de vous.